Parfois, une guerre ne commence pas pour un territoire, ni pour de l'argent, ni même pour se venger. Parfois, une guerre commence à cause de l'ego, du protocole et d'un objet soi-disant très important que quelqu'un veut absolument toucher. Aujourd'hui, les guerres les plus stupides de l'histoire, celles où il n'y avait déjà aucune bonne raison avant le premier tir. Et à la fin, tu vas voir le mécanisme commun. Pourquoi ces guerres peuvent exister et pourquoi elles reviennent encore et encore. Dis-moi en commentaire, laquelle est la plus débile des quatre? La guerre qui a duré 38 minutes, la guerre perdue contre des oiseaux, la guerre déclenchée par des gâteaux ou la guerre déclenchée par un trône qu'on n'a même pas le droit de toucher? On y va. 1896, Zanzibar. Les Britanniques tiennent déjà l'île et le sultan local, soyons honnêtes, règne surtout pour la photo. Un décor vivant, une signature sur les papiers et tout le monde fait semblant que c'est un État indépendant. Sauf que le sultan, convenable, meurt d'un coup. Officiellement, mort subite. Officieusement, disons que la place s'est libérée, très opportunément. Et dans le vide, un cousin débarque, Khalid ibn Bargash. Il ne demande pas la permission, il ne négocie pas. Il prend le palais, il hisse son drapeau, il vire les gens du précédent sultan et il annonce « c'est moi le patron ». Traduction en langage colonial, je suis assis sur le fauteuil, donc j'ai le pouvoir, et vous, vous êtes le mobilier. Les Britanniques regardent ça et se disent « on te tient par la main depuis des années, et là tu décides d'être indépendant? D'accord, ultimatum. » Parce que Zanzibar, pour eux, c'est une clé sur la côte. Commerce, influence, prestige. S'ils laissent passer ça, demain n'importe qui tentera la même chose. L'ultimatum est simple. Tu descends le drapeau et tu quittes le palais. Tu restes en vie. Tu refuses, ce sera la guerre. Et pour que personne ne prétende ne pas avoir compris, ils donnent une heure précise et ils amènent des navires de guerre bien visibles depuis les fenêtres. Diplomatie version empire. Khalid répond avec une confiance qui frôle l'art contemporain. On ne baissera pas le drapeau et on ne croit pas une seconde que vous tirerez sur nous. Sa logique est très humaine. Vous êtes civilisés, vous n'allez pas bombarder un palais. On va discuter, on va marchander et vous allez avaler. Le problème, c'est qu'il parle à une puissance qui existe justement pour ne rien avaler. Dans le port, les Britanniques ont des croiseurs et des canonnières. Khalid, lui, a quelques milliers de partisans, 2 ou 3 pièces d'artillerie, et comme flotte, une seule et unique yakhta royale, littéralement. Ce n'est pas une image. Dernière chance, les Britanniques, dernier avertissement. Khalid, vous n'oserez pas. Les Britanniques, on a osé, on commence. À 9 heures, le bombardement démarre. On tire sur le palais et sur les positions autour, parce que c'est tout ce qui maintient Khalid au pouvoir, la foule et le symbole. Très vite, ça touche aussi son marine nationale. La yacht prend des coups et finit au fond. Les hommes de Khalid tentent de riposter, mais ça ressemble à quelqu'un qui essaie de discuter avec un croiseur en brandissant une branche. Et à 9h38, c'est fini. 38 minutes. Le record officiel du conflit le plus court jamais enregistré. Khalid comprend que sa résistance s'arrête exactement là où l'artillerie navale commence. Et il s'enfuit. Le détail le plus ironique, il ne part pas dans la jungle, ni chez le peuple. Il court là où le protocole britannique hésite encore à entrer, un consulat étranger. Bilan, un nouveau sultan pratique. Côté britannique, un seul blessé. Côté zanzibarite, des centaines de victimes. Le palais en ruine. Et tout ça parce qu'un homme a voulu vérifier si l'empire bluffait face à un empire qui n'a pas le droit de bluffer. Et si tu te dis « Ok, on a atteint le sommet de l'absurde », non. La suite, c'est une guerre où il y a des mitrailleuses et où les humains perdent quand même. Bienvenue en Australie, l'endroit où la nature te regarde dans les yeux et te rappelle calmement que tu n'es pas le patron. Après la Première Guerre mondiale, on donne des terres à des vétérans. Ils essaient de devenir agriculteurs. Et là, sécheresse. Puis, comme si l'univers voulait ajouter un point d'exclamation, une migration massive d'émeux arrive sur les champs. Et les émeux font ce que font les émeux. Ils mangent, ils piétinent, ils cassent les clôtures, ils transforment tout en catastrophe. Ce ne sont pas des petites mascottes, ce sont des armoires nerveuses sur pattes, rapides, résistantes, qui bougent en groupe et qui traversent les champs comme une vague. Les fermiers demandent de l'aide. Et l'État prend une décision magnifique. Sur le papier, on va envoyer l'armée avec des mitrailleuses.
L'opération commence au début de novembre 1932. À la tête, le major Meredith. Acte 1. Les soldats voient un gros groupe, ouvrent le feu et le groupe se casse en dizaines de petits paquets et disparaît. Quelques oiseaux tombent, le reste s'évapore. Acte 2. Embuscade près d'un point d'eau. Les soldats se placent, attendent, tirent. La mitrailleuse s'enraye. Les oiseaux s'en vont. Acte 3. Tire depuis un camion. Sauf que la route secoue tellement que viser devient une blague. Les oiseaux repartent, comme si de rien n'était. Et là naît la phrase qui rend l'histoire immortelle. Ils tiennent comme s'ils avaient une armure. Les journaux se moquent, le pays se moque, le monde se moque. Parce que l'image est parfaite. D'un côté des militaires avec mitrailleuses, de l'autre des oiseaux avec des jambes. Et, dans cette scène, ce sont les jambes qui gagnent. Le gaspillage de munitions est énorme, l'efficacité est humiliant, et la campagne ressemble plus à une mauvaise démonstration qu'à une victoire. Et tu sais ce qui finit par régler le problème à grande échelle? Pas l'armée, pas un génie tactique, pas une charge héroïque, des clôtures correctes et un système civil de primes. En quelques mois, des dizaines de milliers de primes sont réclamées. La solution, c'est le truc le plus ennuyeux du monde, donc évidemment, c'est celui qui marche. Moralité, quand l'ennemi est nouveau, les vieilles méthodes te font parfois juste passer pour ridicule. Et si tu crois qu'on ne peut pas faire plus bête, accroche-toi, parce que maintenant, on va parler d'une guerre déclenchée par de la pâtisserie. Là, on est sur un concept d'une pureté rare, une guerre qui porte officiellement le surnom de guerre des pâtisseries. Oui, une guerre pour des gâteaux. Début, des commerçants français au Mexique se plaignent de pillage et de violence. Dans le lot, l'affaire qui restera dans les mémoires, une pâtisserie française saccagée. Et derrière, une logique très simple et très froide. Vous payez. La France exige une indemnisation chiffrée. Le Mexique traîne. Alors la France envoie une flotte et impose un blocus sur le port de Veracruz. Et quand la diplomatie ne suffit pas, on passe au niveau suivant. Bombardement, pression militaire, démonstration de force, tout ça pour obtenir le paiement. La guerre dure des mois, d'avril 1838 à mars 1839. Et au final, le Mexique accepte de payer l'indemnité demandée. L'absurde ici, ce n'est même pas la violence, c'est le contraste. On te vend toujours la guerre comme l'histoire, l'honneur, la nécessité. Et parfois, derrière le rideau, c'est quelqu'un a détruit une boutique, quelqu'un a exigé un remboursement et une flotte a bougé. Quand tu comprends ça, tu commences à voir un pattern. Le prétexte n'a pas besoin d'être grand, il a juste besoin d'être pratique. Et maintenant, on arrive à une guerre où l'objet n'est pas une boutique, mais un symbole sacré. Un objet que personne n'a le droit de posséder. Territoire de l'actuel Ghana, le peuple Ashanti. Et chez eux, il y a le trône d'or. Ce n'est pas un meuble, c'est un symbole sacré de pouvoir et d'unité. Détail important, selon la tradition, personne n'a le droit de s'asseoir dessus, même pas le souverain. Tu peux croire ou ne pas croire au symbole, peu importe. Ce qui compte, c'est que pour eux, c'est l'identité. Et que si tu es un colonisateur et que tu veux survivre, tu ne joues pas avec ce genre de choses. 1900. Le représentant britannique Frederick Hodgson arrive pour administrer. Et il fait ce geste parfait pour déclencher une catastrophe. Il exige qu'on lui apporte le trône d'or, comme preuve que l'autorité lui appartient. Dans certaines versions du discours, il demande même pourquoi on le laisse sur une chaise ordinaire au lieu de lui amener le trône pour qu'il s'y assoie. Résultat, silence. Puis, dès que les chefs rentrent chez eux, préparation de guerre. Et là, ce n'est plus une anecdote. C'est un conflit réel, dur, dans une région difficile. Embuscade, siège, perte, haine. Et le point crucial, même après la violence, les Ashantis gardent le contrôle du trône d'or. Il n'est pas pris comme trophée. Donc toute la chaîne d'événements part d'un malentendu brutal. Une partie voit un objet, l'autre voit une chose intouchable, sacrée, plus importante que la vie. Et voilà la règle générale. Les guerres les plus stupides ne commencent presque jamais à cause d'une vraie raison. Elles commencent à cause de gens qui ne savent pas reculer, qui ne savent pas dire « je me suis trompé » et qui ne comprennent pas que, parfois, les symboles valent plus cher que l'artillerie. Si tu veux une suite sur les guerres les plus absurdes, mets un like, abonne-toi et dis-moi en commentaire laquelle de ces 4 histoires est la plus débile.
et quelle époque ou quel pays tu veux pour le prochain épisode.